Une région sauvage au centre du Laos. Un paysage karstique spectaculaire. Façonné durant des millénaires par les pluies de la mousson et les affluents qui se jettent dans le Mékong. Les forêts qui recouvrent ces pitons de calcaire offrent un refuge à une vie sauvage riche. Du magnifique douc à pattes rouges aux animaux nocturnes tapis dans l'obscurité, cette région recèle un secret. Sous le karst se trouve un vaste réseau de grottes creusées par les cours d'eau saisonniers. Chacune accueille des créatures étranges, irréelles, dont nombre d'entre elles n'ont jamais été filmées. Le plateau de Khammouane au centre du Laos. Cette région karstique dans la cordillère anamitique marque la bordure orientale du bassin du Mékong. À moins de 20 km au pied du plateau s'écoule le fleuve. Durant la saison humide, les eaux de pluie filtrées par une roche poreuse alimentent le Mékong et ses affluents. Au cours des millénaires, l'eau qui a coulé au travers du calcaire a creusé un immense réseau de grottes sous le plateau, créant un monde secret qui reste à explorer. On dénombre des milliers de grottes dans la région. Chacune a son écosystème, l'occasion de découvrir de nouvelles espèces. Le plateau de Khammouane, situé juste à l'est du Mékong, occupe une étroite région entre la Thaïlande et le Vietnam. Les affluents coulent vers l'ouest et rejoignent le fleuve dans son voyage vers le sud et le Cambodge. Ces scientifiques remontent un lit de rivière asséché jusqu'à la grotte Tam, l'une des plus grandes de la région. Cette grotte s'étend sur au moins 15 km. Dans quelques semaines, les pluies vont arriver. Les eaux envahiront la grotte, l'engloutiront, s'infiltrant jusque dans les profondeurs. Les parois de la grotte disparaîtront sous 10 mètres d'eau. Mais pour l'instant, l'heure est à l'exploration. Le sol a beau être asséché, il est rempli de vie. Ces scientifiques sont là pour dénicher des espèces rares, peut-être même des espèces inconnues. Ces 5 dernières années, des biologistes ont estimé avoir découvert dans la région jusqu'à 150 nouvelles espèces. Une embarcation à l'abandon nous rappelle le retour prochain des eaux.
Le sol de la grotte est jonché de grosses pierres que l'eau a polies au fil du temps. Nos chercheurs remarquent immédiatement quelque chose au milieu des pierres. De toutes petites grenouilles. Pour elles, l'entrée de la grotte agit comme une protection contre les prédateurs de la jungle. Une solution qui peut s'avérer dangereuse si elles s'aventurent trop loin. Le sol de la grotte est parsemé d'exosquelettes, ceux de l'Heteropoda maxima, l'une des plus grandes araignées. Ces sortes de mues témoignent du danger tapi dans l'ombre. Cette araignée fait 30 cm d'envergure, le diamètre d'une assiette. L'Heteropoda maxima n'a été découverte qu'en 2001. À chaque visite, les chercheurs en apprennent un peu plus. Cette femelle attend patiemment qu'une proie approche. Elle n'a pas bougé d'un cil depuis plus de 3 heures. Même si elle est dotée d'une bonne vue, elle repère aussi sa proie grâce aux vibrations. Elle sait que le criquet est là, mais encore hors de portée. Elle doit changer d'approche. Ce type d'araignée s'appuie sur la force, la rapidité et la taille. Elle change de position pour faire face au sol de la grotte. Un autre criquet fait son apparition. Elle le sent s'approcher. Chaque patte agit comme un organe récepteur et lui permet de ressentir la moindre petite variation. À l'aide de ses mandibules, elle maintient le criquet et lui injecte un venin paralysant. Le poison fait effet, le criquet s'affaiblit. Dans ces grottes, dans cet écosystème, le criquet a le malheur d'être la première source de protéines. Il est la proie de tout le monde. Le criquet n'entend pas et n'est pas doté d'une bonne vue. Il a donc développé d'autres solutions face aux prédateurs. Il sonde les environs à l'aide de longues antennes. Elles lui permettent de détecter physiquement toute menace. À l'arrière, le criquet est doté d'une paire de cerques. Des appendices recouverts de poils sensibles qui permettent de détecter tout mouvement. À la moindre alerte, il déploie un mécanisme de défense. Un immense seau lui permet souvent de se tirer immédiatement d'affaire. Il peut couvrir en un bond 30 fois sa propre longueur. Malgré ses aptitudes, cela reste compliqué pour lui de survivre dans l'obscurité. Ici, le facteur chance est important. Paniqué, le criquet saute au hasard dans les ténèbres. S'il atterrit au mauvais endroit au mauvais moment, c'est la fin. L'effet de surprise marche dans les deux sens et le criquet sait aussi en profiter.
Parfois, dans la grotte, un peu de chance prend beaucoup d'importance. « 500 mètres plus bas dans la grotte, la lumière du jour se dissipe. Ce monde obscur se contente de peu d'énergie. Sans la lumière du jour nécessaire à la photosynthèse, les nutriments proviennent forcément de l'extérieur de la grotte. Nichée au-dessus des chercheurs, une colonie de chauves-souris. 2 espèces partagent les lieux en toute harmonie. Des créatures vitales dans cet écosystème. Chaque nuit, elles se nourrissent d'insectes à l'extérieur et reviennent au petit matin l'estomac plein. Le sol sous la colonie est couvert de déjections, de guano. C'est là que se trouvent les criquets. Ils ne sont pas difficiles. Le guano, riche en nutriments et les microbes qui y prolifèrent, constitue un bon repas. C'est un des maillons de la chaîne alimentaire. L'eau joue aussi un rôle important dans l'apport de nutriments. Après l'inondation saisonnière, l'eau se retire et laisse des sédiments organiques, dont des graines issues de la forêt. Celle-ci a réussi miraculeusement à germer. Mais elle ne survivra pas longtemps. L'eau, en se retirant, laisse le champ libre à d'autres visiteurs. Quand la grotte s'assèche, des prédateurs plus grands venus de la forêt peuvent entrer et s'imposer. Cachée, lovée parmi les cailloux, une vipère attend patiemment. Cette espèce de serpent endémique à la cordillère anamitique est menacée. D'ordinaire caché dans la jungle, ce serpent sait tirer parti de ce milieu. Il aime les petits mammifères. Mais il n'y a pas de rongeurs parmi les cailloux. La proie de cette vipère est pendue au plafond. La chauve-souris. Ce serpent n'entend rien. Dans l'obscurité, il doit se fier à d'autres sens. Il possède un moyen étonnant pour repérer les animaux à sang chaud. Une vision infrarouge en 3 dimensions. Des membranes sensibles aux infrarouges placées sur la tête permettent au serpent d'obtenir une image thermique précise de ce qui l'entoure. Le serpent rampe patiemment sous la colonie. Il en a après les plus faibles, les plus inexpérimentés. Il suffit donc que l'une d'elles lâche prise. La vipère peut attendre là des heures en embuscade. Plus loin dans la grotte, sur la roche, une autre vipère patiente. Les chercheurs restent à distance. Une morsure peut être fatale. En agitant sa langue fourchue, la vipère goûte l'air. Elle reconnaît les odeurs, les prédateurs et les proies. Les parois de la grotte offrent un camouflage aux grenouilles, qui produisent peu de chaleur pour ne pas trahir leur présence. Cette grenouille est au mauvais endroit.
Surprise, la vipère n'attaque pas immédiatement. Mais elle a senti une présence. L'image thermique n'est d'aucune utilité face à cet amphibien. Au moindre mouvement, la grenouille se fera repérer. C'est à celui qui sera le plus patient. La grenouille s'en sort cette fois-ci. La vipère, elle, repart l'estomac vide. Les prédateurs des grottes, tels la vipère, peuvent ne pas manger durant des semaines. Mais certains sont plus voraces. Ils opèrent à une autre échelle. Ce sont les fourmis. Même l'Heteropoda maxima évite de croiser ces créatures minuscules mais formidables. Il faut être attentif pour être témoin des drames qui se déroulent au sol. Ces fourmis comptent parmi les prédateurs les plus actifs de ce milieu. De petites équipes de fourmis rapportent tout ce qu'elles peuvent à leur nid au milieu des cailloux. La communication et la coopération sont les éléments de leur réussite. Ces fourmis sont d'une redoutable efficacité, mais parfois, leur tâche s'avère un peu plus compliquée. Cette larve de scarabée est des centaines de fois plus grande. Tandis qu'elles se débattent, elles transmettent un message chimique au reste de la colonie. De plus en plus de fourmis arrivent. Chacune mord, libère de l'acide et refuse de lâcher prise. Mais ces minuscules ouvrières sont incapables de dominer une telle larve. Elles attendent l'arrivée des renforts. Ce super soldat est de la même espèce que ses petits homologues. La larve réussit à repousser ce soldat massif, qui se remet vite sur pattes et repart au combat. Une telle différence de taille au sein d'une même espèce est rare, mais c'est une adaptation utile pour s'attaquer à une telle proie. La larve se fatigue. Les fourmis commencent à la ramener au nid. La larve continue de lutter, mais la bataille prend fin. S'élevant à l'est du Mékong, le plateau de Khammouane abrite des milliers d'autres grottes. La plupart restent cachées au cœur d'un relief découpé et d'une forêt vierge dense. Ces pics inaccessibles abritent l'un des primates les plus remarquables de la planète, le douc à pattes rouges. Ces singes menacés occupent une étroite portion de la forêt le long de la frontière avec le Vietnam. Leur communauté est de taille variable. Chaque famille se sépare de la troupe dans la journée pour aller se nourrir. Durant la saison sèche, il y a peu de fruits riches en énergie et de graines. La solution est d'ingérer autant de feuilles que possible. Avec un régime composé à 80% de feuilles, ces singes s'y connaissent très bien.
La troupe trouve un arbre couvert de jeunes bourgeons tendres. Ils les préfèrent aux feuilles plus mûres, plus dures et difficiles à digérer. Chacun en avale autant qu'il le peut. Dans un arbre tout proche, couvert de belles feuilles, ce mâle doit choisir avec soin. Il arrache des poignées de feuilles, mais ne mange que les plus tendres d'entre elles. Par chance, la réserve de feuilles est presque infinie. L'abondance de feuilles toute l'année réduit toute forme de compétition. Les doucs à pattes rouges sont des primates très doux. Ces nouveau-nés intègrent une troupe d'une quinzaine d'individus avec 2 femelles pour chaque mâle. Les petits deviennent mûrs vers l'âge de 4 ou 5 ans. C'est bien plus que chez d'autres mammifères de même gabarit. Ils ont plus de temps pour apprendre. Ce petit s'agrippe instinctivement à sa mère. Durant les 3 premières semaines, il observe et enregistre tout ce qu'elle fait. C'est de sa mère qu'il apprendra les bases de la survie. Autre leçon importante, apprendre à s'intégrer au sein d'une communauté paisible. Les jeunes adultes ne seront acceptés que s'ils maîtrisent les codes sociaux requis. Ce petit ne les apprendra que de ses pairs. Première étape de cet apprentissage, trouver des compagnons de jeu. Plus bas, nos scientifiques sont à 1 kilomètre à l'intérieur de la grotte. Ils se faufilent dans d'étroits passages, donnant sur des salles immenses. Ce paysage de calcaire a été sculpté au fil des millénaires. Ces fossiles ont des millions d'années. Des traces d'une mer peu profonde qui recouvrait alors le continent. Les grottes sont façonnées à la fois par l'eau des rivières-fleuves et par les eaux de pluie acide filtrées par la roche et qui dissolvent le calcaire. Là où l'eau suinte de la roche, se forment des dépôts de calcaire. Les minéraux étincellent à la lumière de la lampe. Des formations étranges mais superbes. Les spéléothèmes apparaissent partout, formés goutte après goutte sur de longues périodes. Ces galets, qui reposaient au fond de l'eau depuis 1 an, se retrouvent en équilibre sur des sortes de tiges. C'est l'eau qui goutte du plafond qui, avec le temps, a façonné ce décor. Une beauté éphémère qui va disparaître avec l'arrivée des pluies. Chaque grotte de la région possède son propre microclimat, son propre écosystème. Des créatures isolées qui peuvent évoluer et donner naissance à de nouvelles espèces. C'est pour cela que cette région fascine les biologistes. Chaque grotte offre la possibilité d'une nouvelle découverte.
Cet invertébré aux pattes filiformes est un faucheur. Son corps d'un seul tenant le distingue des araignées et des autres arachnides. Il passe toute sa vie dans les recoins sombres de la grotte, une vraie créature cavernicole, une troglobie. Avec des yeux réduits, l'absence de pigments et de longues pattes, il ne survivrait pas en dehors de la grotte. Nos chercheurs sont fascinés. Ce faucheur a développé d'autres pattes très sensibles qui semblent servir d'antenne. Ils n'ont jamais rien vu de tel. Ils pensent avoir découvert une nouvelle espèce. Même s'il est de la famille des arachnides, il n'est pas doté de glandes sérigènes et ne tisse pas de toile. Il a de la peine à parcourir les fils collants des toiles d'araignée. S'il s'en mêle trop, il sera capturé et dévoré. Il n'y a pas grand-chose à manger dans cette grotte. La plupart des résidents ont adopté un métabolisme lent. Les moucherons n'ont pas l'habitude de s'aventurer aussi loin. Un courant d'air a dû les emporter. Le faucheur les a détectés, mais il doit s'approcher pour attaquer. Dans l'obscurité, il chasse à l'aide de 2 appendices 2 sortes de filets. Il se déplace dans ce paysage étrange de calcaire et se met en position. Il a repéré 2 moucherons qu'il capture d'un seul coup. Les filets pleins, il se retire au milieu de la roche pour un festin. Cette espèce d'arachnide est dépourvue de venin, mais les filaments de ses appendices empêchent toute proie de s'échapper. Il dévore rapidement les moucherons et en attaque même un autre de passage avant d'avoir fini. Un véritable opportuniste qui fait la joie des 2 scientifiques. D'autres profitent aussi de cette manne inattendue. Une araignée parcourt la roche. Elle possède un métabolisme extrêmement lent et reste souvent des mois sans manger. Voici un rare moment d'activité. Cette araignée entretient un vaste réseau de toiles pour multiplier ses chances de réussir. Elle file sur la toile en direction d'une proie qui se débat. Des fils à la périphérie permettent à l'araignée de ressentir la moindre vibration. Aucune nourriture n'est gâchée. Cette araignée est dotée d'un abdomen qui lui permet de stocker de la nourriture pour plus tard. Dans un passage étroit, 100 mètres plus loin, les scientifiques tombent sur une troglobie extrêmement rare. Un crabe d'eau douce découvert récemment. Ces crabes ont dû être emportés à l'intérieur de la grotte. Mais au lieu de dépérir dans l'obscurité, ils se sont adaptés et se sont multipliés. Ils passent au crible les sédiments laissés par la rivière et l'eau filtrée par la roche.
Dans l'eau, les crabes respirent à l'aide de branchies. Les crabes d'eau douce sont dotés d'une sorte de poumon dans les branchies qui leur permet de respirer hors de l'eau et d'explorer la grotte. De petits pédoncules oculaires et de longues pattes pour sonder l'obscurité font que cette espèce est particulièrement adaptée à la vie dans les grottes. Ce crabe ne peut pas respirer si ses branchies s'assèchent. Il doit donc vite retourner à l'eau. Il a une façon ingénieuse de se repérer. En se déplaçant, il se crée des repères sensoriels pour marquer les points d'eau. En quelques minutes, il trouve ce qu'il cherche. Une flaque pour lui tout seul. Toutes ces adaptations ont permis à cette espèce de migrer dans les recoins les plus inaccessibles de la grotte. Dans les cimes des arbres, les douks à pattes rouges ont trouvé de quoi se régaler. Un ficus racemosa couvert de fruits encore verts. Ce qu'ils préfèrent. Un délice bienvenu face à l'offre inépuisable de feuilles. Les douks se répondent les uns les autres à travers la canopée. Un élément important de la vie de groupe. Cette mère et son bébé de 8 mois restent près l'un de l'autre. Même si ce petit est prêt à ne plus être collé à sa mère, s'intégrer au reste de la troupe est plus intimidant. Il y a de l'agitation tout près. 2 jeunes un peu plus âgés chahutent dans les arbres. Sa mère se met en retrait. Il a donc l'occasion de se mêler au jeu. Il doit se faire des amis de son âge. Mais le jeu semble un peu trop rude pour lui. Trop, c'est trop. Consciente du danger, la mère prend la fuite avec son bébé. Il est en sécurité, mais le jeune douk ne pourra pas toujours compter sur sa mère. Tout près, 3 mâles paraissent dans leur arbre préféré. L'un d'eux a un petit creux. Mais il n'y a rien de tentant à portée de main. Un autre fait l'effort d'aller attraper une branche garnie de feuilles. Le plus âgé ne se donne pas la peine. Il s'en prend à son voisin. Le troisième le punit d'un coup à la tête. Son attitude mesquine a brisé la cohésion du groupe. Maintenir l'harmonie sociale est un acte vital. Les mâles asociaux peuvent être bannis de la troupe.
Tout près, le jeune Douk a trouvé un possible camarade de jeu. Comme les autres jeunes sont trop rudes, il tente sa chance auprès des adultes. C'est une étape clé de son développement. Alors que d'autres adultes viennent se nourrir, il devient nerveux. Mais il surmonte rapidement ses craintes et retourne à son jeu. Cette assurance auprès des adultes lui permet d'apprendre comment se comporter en tant que jeune subordonné. Il est important d'expérimenter des moments de domination comme de soumission, qu'il connaîtra au sein de la troupe. Sa soif d'aventure grandit. Il s'éloigne courageusement. Ce sont ses premiers pas vers l'indépendance. Ses cabrioles attirent l'attention d'un autre jeune. Il s'est trouvé un ami de même gabarit. Ces jeux sont l'occasion pour les jeunes de faire des erreurs, d'expérimenter et de trouver leur place dans le groupe. Ils préparent leur avenir. À l'approche du soir, les différentes familles commencent à se rassembler. Les nouvelles compétences du jeune Douk l'aideront à saisir la complexité de la vie de groupe. L'union fera leur force. Alors que la vie s'arrête à la cime des arbres, elle reprend tout juste à l'entrée de la grotte. C'est la rencontre entre deux écosystèmes. La frontière entre jungle et grotte. Un lieu encore rythmé par l'alternance jour-nuit, contrairement aux profondeurs de la grotte. Avec la nuit tombée, l'entrée de la grotte est un lieu d'activité. Cette sauterelle feuille se fond sans problème dans le feuillage. Avant de partir en quête de nourriture, elle se nettoie avec soin. Les scientifiques croisent le chemin d'un gecko tokay. Une espèce nocturne qui peut atteindre jusqu'à 35 cm de longueur. Ses yeux proéminents sont 350 fois plus sensibles que ceux de l'homme. Ses pattes d'une grande adhérence lui permettent de s'agripper à l'arbre.
Lorsqu'il replie ses orteils très flexibles, il annule cette forte pression. Les scientifiques repèrent une espèce de gecko qui a été récemment découverte. Il vit au sol et il ne possède pas la force d'adhérence des autres geckos. Comme beaucoup d'habitants des grottes, il s'abrite dans la roche le jour et sort chasser la nuit. Des feuilles mortes jonchent l'entrée de la grotte. Cette couche de matière organique grouille d'insectes. Un mille-pattes fouille le secteur. Cette créature terrestre antédiluvienne se protège des prédateurs à l'aide d'un exosquelette renforcé. Ces petites grenouilles ne sont pas aussi bien protégées. Alors qu'elles guettent le passage d'insectes, elles deviennent elles-mêmes des proies. Une brève lutte, le temps que le venin de l'araignée fasse effet. Cette grenouille lui fera plusieurs jours. Sur les parois, une colonie de fourmis est en plein déménagement. Un acte fréquent dont on ignore la cause. Toutes les fourmis travaillent de concert. Tout est péniblement transporté à l'autre bout de la paroi dans le nouveau nid. Œufs et nourriture. Certaines des fourmis les plus petites voyagent sur le dos des super soldats. Le plus important, ce sont ces grandes larves blanches, qui deviendront les mâles et les reines ailées. C'est l'avenir de la colonie qu'il faut protéger à tout prix. Même si les fourmis prennent un risque, il y a peu de créatures assez courageuses pour y voir là un repas facile. L'Heteropoda maxima est le seul prédateur de sortie. Une scutigère véloce a aussi surgi de l'obscurité. Cette sorte de mille-pattes est également un bon prédateur. Les scientifiques en découvrent un qui vient de capturer une proie. Il peut mesurer jusqu'à 30 cm. Chaque patte préhensile peut bouger indépendamment pour maintenir la victime. Alors qu'il injecte son venin mortel. Cette scutigère parcourt le lit de feuilles. Une stratégie qui comporte des risques. Ces créatures se fatiguent facilement. Un mille-pattes plus grand, une scolopendre, surgit de nulle part. Bien que plus petite, la scutigère a le réflexe d'attaquer. Mais elle risque de se faire blesser. La scolopendre est un redoutable prédateur. Elle mange des lézards, des rongeurs et même des chauves-souris. La scutigère a de la chance de s'en sortir. Elle a rejoint la grotte où elle tombe sur une araignée. Mais c'était la fois de trop. La scutigère est maîtrisée par la puissante araignée.
toute chance de s'échapper s'évanouit sous l'effet du venin. Le mille-pattes se fige et l'araignée commence son repas. Elle le mâche avec ses puissantes mandibules. Elle ne dévore pas le mille-pattes en une fois. Elle va liquéfier sa proie pour pouvoir l'aspirer plus tard. Avec l'arrivée de la pluie, l'eau va emporter la carcasse du mille-pattes et la couche de feuilles dans les profondeurs de la grotte. Les restes laissés par l'araignée profiteront peut-être aux crabes dans les recoins de la grotte. Avec le début des pluies de la mousson, la région se transforme. Dans la forêt qui couvre la roche, le jeune Douk pourra profiter de l'abondance de fruits. Bientôt, l'eau viendra s'engouffrer dans la grotte. Les points d'eau souterrains vont déborder, forçant les créatures à se mettre au sec en haut des parois. L'eau commencera son voyage pour rejoindre le Mékong. Ici, dans les montagnes à la limite orientale du bassin du Mékong, le fleuve façonne le paysage, alors qu'il coule paisiblement vers la mer de Chine méridionale.